Bonjour, nous sommes arrivés à la leçon 15 du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Dans les leçons précédentes, nous avons vu quelles ont été certaines des évolutions, des transformations politiques au cours du XIXe siècle qui vont non pas transformer les régimes des principaux pays occidentaux en régime démocratique, aucun ne l'est à l'avant le XXe siècle, mais ont rapproché ces régimes politiques, pas que l'évolution qui prépare la réalisation de régimes politiques vraiment démocratiques qui vont s'établir au cours du XXe siècle. Deux autres développements du XIXe siècle sont importants dont je vais parler maintenant. C'est l'institutionnalisation croissante des partis politiques et l'apparition de plusieurs méthodes pour élire des assemblées, ce qu'on appelle les modes de scrutin. Donc, mon exposé dans cette leçon va être divisé en deux grandes parties. La première sur l'émergence des partis politiques et leur institutionnalisation croissante, et la deuxième partie portera sur les modes de scrutin. Alors, il y a eu des partis, on a utilisé le mot parti avant qu'il y ait des élections et des assemblées élues. Pas dans toutes les sociétés où il y a des luttes politiques, des personnes s'allient entre elles pour atteindre certains buts et s'opposent à d'autres. On parle alors de factions ou de partis. Dans la France du XVIe siècle, on parle déjà du parti catholique et du parti protestant pour désigner des groupes de gens alliés entre eux qui combattent leurs adversaires, soit en cherchant à influencer davantage le roi, soit en utilisant des armes les uns contre les autres. À partir du moment où il y a des assemblées et où on vote dans des assemblées, ces partis se mettent à avoir un rôle beaucoup plus important et beaucoup plus précis. Si vous avez des assemblées dans lesquelles on vote, comme la Chambre des communes en Grande-Bretagne au XVIIe siècle, comme les assemblées de la Révolution française à partir de 1789, les gens comprennent que, les membres de ces assemblées comprennent que pour obtenir des résultats, pour arriver à faire adopter les positions, les résolutions, les lois qu'ils considèrent comme souhaitables, qui sont leurs buts politiques, il faut faire des alliés dans cette assemblée. Que quelqu'un de tout seul qui fait d'excellents discours dans une assemblée, ça ne suffit pas pour faire voter les gens de façon efficace. Il faut créer des coalitions, des factions ou des alliances. C'est ainsi que se sont créés les Tories et les Whigs dans le Parlement britannique de la fin du XVIIe siècle, qui sont des alliances de fait qui n'ont aucune existence légale, mais qui ont une existence politique très importante au sein de l'Assemblée. C'est ainsi que dans les assemblées de la Révolution française, il y a des clubs comme le club des Jacobins, et puis le club des Jacobins va se diviser en deux tendances principales qu'on appelle les montagnards et les girondins. Tout ça, ça ne s'appelle pas encore officiellement des partis politiques, mais ça joue le rôle de partis politiques, c'est-à-dire de coalitions de gens dans des assemblées pour voter ensemble. Nous avons vu, quand nous avons parlé de Condorcet et des paradoxes de Condorcet, que ces partis politiques, ils sont indispensables pour que des décisions successives par des votes ne se contredisent pas trop entre elles, ne produisent pas trop souvent ce phénomène des paradoxes de Condorcet que nous avons rencontré dans une leçon précédente.
Donc les partis politiques se créent non pas à cause des paradoxes de Condorcet, c'est à cause des paradoxes de Condorcet qu'ils vont durer, qu'ils vont avoir une importance pendant très longtemps. Ils se créent au départ parce qu'ils sont conformes aux intérêts de gens qui sont dans des assemblées et cherchent à obtenir des résultats politiques, à faire voter ces assemblées d'une façon qui correspond à leurs objectifs. Donc les partis politiques, ce sont d'abord des coalitions de membres d'assemblées où on vote. Les partis politiques, lorsque ces membres d'assemblée sont eux-mêmes élus par une population, population très restreinte dans le cas des Tories et des Whigs en Angleterre au XVIIe ou au début du XVIIIe siècle, population plus nombreuse dans le cas des assemblées de la Révolution française, qui ont d'abord un suffrage censitaire beaucoup moins limité, et puis ensuite un suffrage théoriquement universel à partir de 1792, même si la participation électorale est très faible dans la population. Les partis politiques vont devenir des coalitions pour s'entraider dans les élections. Si quelqu'un est membre d'une assemblée, il a des alliés dans cette assemblée dont il a besoin pour atteindre ses buts politiques. S'il y a une nouvelle élection, il a intérêt à ce que ses alliés soient réélus ou à ce que soient élus de nouveaux députés qui vont devenir ses alliés. Donc les partis politiques coalitions pour voter ensemble dans les assemblées deviennent des coalitions pour s'entraider dans les élections. Ça ne marche pas tellement bien pour les partis, les clubs, les factions de la Révolution française, mais après 1815, dans les élections au suffrage censitaire en France, là aussi vont se créer des partis politiques, une certaine continuité d'une élection à une autre. Donc les partis politiques sont quelque chose d'essentiel, d'inévitable. Si on vote et s'il y a des votes dans des assemblées, on ne peut pas empêcher les gens de créer des coalitions entre eux, et c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose qui aussi joue un rôle dans la tenue des élections. Au cours du XIXe siècle, les deux partis politiques les plus anciens de la politique européenne, les Tories et les Whigs en Grande-Bretagne, vont devenir officiellement le parti conservateur qui se transforme par étapes et qui devient vraiment un peu institutionnalisé et qui prend cette appellation officiellement à partir de 1834, et les Whigs qui vont devenir le parti libéral à partir de 1859. Ça continue à être des structures très floues, mais il y a une certaine discipline de vote dans la Chambre des communes, des députés appartenant à ces deux partis, et il y a déjà des organisateurs des élections. Les élections ne sont pas très difficiles à organiser parce que le suffrage est encore censitaire. Dans certaines circonscriptions, les candidats à l'élection peuvent presque aller rencontrer un par un chacun de leurs électeurs, mais ça prend des correspondants dans les circonscriptions, ça prend quelque chose qui ressemble à une organisation, même si il ne faut pas se demander quels sont les statuts des partis à ce moment-là. Ça viendra plus tard. Aux États-Unis, les partis vont être très vite plus structurés qu'en Grande-Bretagne, peut-être parce qu'il y a plus de gens qui votent en proportion de la population aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne. Au début du XIXe siècle, le suffrage est censitaire, mais beaucoup moins limité qu'en Angleterre. Les partis politiques vont fonctionner avec des enjeux qui sont du type faut-il renforcer le pouvoir de l'État fédéral ou faut-il préserver une autonomie plus grande des États fédérés? Le système de partis
assez instable des États-Unis jusqu'en 1860 va être structuré de façon beaucoup plus claire à partir de 1860. C'est à ce moment-là qu'est fondé le Parti républicain, qui est un nouveau parti qui va devenir l'un des deux partis dans la politique américaine, l'autre étant le Parti démocrate qui existe depuis plus longtemps mais qui a changé de nom plusieurs fois et qui, donc à partir de 1860, on a aux États-Unis un bipartisme, c'est-à-dire un système à deux partis politiques avec les républicains et les démocrates. L'enjeu de départ, au moment de la création du Parti républicain, c'est la question de l'esclavage. Le Parti républicain est opposé à l'esclavage, alors que le Parti démocrate réunit soit des gens qui y sont indifférents, soit des gens qui veulent le maintenir. Alors, il est remarquable que dans le cas des États-Unis, il y a une continuité de ces deux partis tout en ayant une instabilité de leurs idéologies. En 1860, le Parti républicain, c'est le parti de Lincoln, c'est le parti qui est soupçonné de vouloir abolir l'esclavage, c'est le parti qui va maintenir l'unité de la fédération dans la guerre civile, et ce qui va avoir pour conséquence que après la guerre civile, quand il y a de nouveau des élections dans le Sud, le Parti démocrate va être un parti unique dans les États du Sud. Les sudistes vont voter démocrate parce que Lincoln était républicain. À cette époque-là, on peut considérer que, pour employer le vocabulaire politique européen, pas que le parti de gauche, c'est le parti républicain, que le parti de droite, c'est le parti démocrate, que le parti plus conservateur, c'est le parti démocrate, le parti qui a voulu réaliser une transformation importante du système social américain, c'est le Parti républicain. C'est aussi le Parti républicain qui a défendu l'autorité du gouvernement fédéral contre les États. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans une situation complètement inverse. Les républicains sont ceux qui dénoncent la puissance excessive de l'État fédéral et que les Blancs dans le Sud votent républicain beaucoup plus que démocrate, que le Parti démocrate a changé très clairement d'orientation politique à partir de 1932, les élections de Roosevelt à la présidence des États-Unis, la politique du New Deal de Roosevelt pour sortir de la crise économique. C'est le Parti démocrate qui devient interventionniste, c'est le Parti démocrate qui se met à avoir le vote des ouvriers dans le Nord et puis de tous les nouveaux immigrants. Pas les Irlandais vont voter démocrate, les Italiens vont voter démocrate, les Juifs vont voter démocrate. Tous les gens qui ne sont pas des anglo-protestants descendants des fondateurs des États-Unis vont voter démocrate. Dans les années 60, un président démocrate, Johnson, va réaliser enfin l'application du droit de vote des Noirs dans le sud des États-Unis. Les Noirs dans le sud se mettent à voter démocrate et les Blancs du sud, qui jusque-là votaient démocrate, les États-Unis de 1960 sont en fait un pays dans lequel il y a trois grands partis politiques. Il y a le Parti républicain, il y a le Parti démocrate du Nord et le Parti démocrate du Sud. Le Parti démocrate du Nord est plus progressiste que le Parti républicain et le Parti démocrate du Sud est plus conservateur que les républicains. Mais pour des raisons historiques, l'héritage de la guerre civile, les démocrates dans le Sud sont des démocrates et votent pour les présidents démocrates, les candidats démocrates pour l'élection présidentielle, etc. Il va y avoir des tentatives des démocrates du Sud pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. Ça ne va rien donner. Et l'évolution va être que le Parti républicain devient le Parti conservateur, devient le Parti des Blancs du Sud, que le Parti démocrate devient, sous Carter, sous Clinton, sous Obama, le parti de
progressiste, le parti qui défend certaines mesures sociales, comme le programme du président Obama de faire un système de santé public aux États-Unis. Tout ça, c'est la transformation. Les démocrates sont maintenant clairement plus à gauche, même s'ils ne le sont pas beaucoup, et les républicains sont clairement plus à droite. On a eu une inversion complète de rapport idéologique entre les deux partis par rapport à 1860 et par rapport au début du XXIe siècle. Mais il y a une continuité de ces deux partis qui s'explique en partie par le fait que dans le cas des États-Unis, il n'a pas existé un élément de clivage politique qui va exister dans beaucoup de pays européens, c'est le désaccord sur le régime politique. Il n'y a pas de contestation de la Constitution, il n'y a pas de contestation du régime politique à proprement parler. Ça s'explique aussi par toute une série de contraintes qui sont imposées aux partis politiques au niveau des États. Il y a des lois dans beaucoup d'États des États-Unis qui réglementent la façon dont se tiennent les élections primaires pour désigner les candidats aux élections, soit l'élection présidentielle, soit les élections au Sénat ou à la Chambre des représentants. Il y a même des États des États-Unis où pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut déclarer à quel parti, de quel des deux grands partis on se rattache, pour qu'on sache qui sont les gens qui peuvent voter dans les primaires. Il y a toute une réglementation par les États du fonctionnement interne des partis politiques qui font des partis politiques américains quelque chose qui ressemble à deux partis officiels, si vous voulez. Il y a d'autres pays dans le monde où il n'y a que deux partis politiques importants. C'est le cas de la Grande-Bretagne jusqu'au début du XXe siècle, avec les conservateurs et les libéraux. Ça va redevenir le cas de la Grande-Bretagne après la Deuxième Guerre mondiale, avec les conservateurs et les travaillistes, les libéraux étant devenus un troisième parti minuscule, mais le bipartisme est moins bloqué, moins rigide que dans le cas des États-Unis. Dans le cas des États-Unis, l'existence des deux partis politiques est très difficile à mettre en cause, mais ces partis politiques ont beaucoup moins de discipline interne que la plupart des partis dans les pays européens, notamment que les conservateurs ou les libéraux, ou les conservateurs et les travaillistes en Grande-Bretagne, et ils sont capables d'évolution idéologique, les partis américains, beaucoup plus que les partis européens. Il y a à la fois un conservatisme institutionnel et une capacité d'évolution idéologique, si vous voulez, qui différencie les partis américains par rapport aux partis politiques dans la plupart des pays européens. L'institutionnalisation des partis politiques au XIXe siècle dans les pays européens reste faible jusqu'à ce qu'apparaissent les partis socialistes à l'extrême fin du XIXe siècle, et notamment le parti travailliste en Grande-Bretagne à partir de 1900. Je vous en parlais dans la leçon précédente. Ces partis politiques ne sont pas des partis de notables. Ce ne sont pas des partis politiques qui peuvent s'appuyer sur les grands propriétaires, sur les bourgeois prospères, sur les gens qui ont une influence importante dans les circonscriptions et qui peuvent soit travailler bénévolement pour le parti, soit financer le parti. Il n'y a pas de règle de financement des partis politiques à ce moment-là. Et donc, ces partis, socialistes ou travaillistes, dépendent de la possibilité d'avoir un grand nombre d'adhérents. Dans le cas des travaillistes, ces adhérents, ils vont être adhérents au parti par l'intermédiaire des syndicats, c'est-à-dire en étant membre d'un syndicat, on devient automatiquement membre du parti travailliste qui va être financé par les syndicats qui ont leurs propres ressources, mais il y a aussi des candidats des membres individuels du parti travailliste. Quand la structure d'alliance avec les syndicats n'existe pas, des partis populaires ont besoin d'avoir des adhérents pour avoir des cotisations, pour pouvoir financer le fonctionnement du parti et pour avoir des militants au moment
des campagnes électorales et les partis conservateurs ou libéraux, habitués à s'appuyer sur des bourgeois ou des propriétaires terriens, vont eux aussi au XXe siècle développer des structures qui consistent à avoir des membres enregistrés comme membres du parti. C'est utile un peu pour les cotisations. Les partis conservateurs qui ont d'autres ressources financières ont beaucoup moins besoin de cotisations que les partis socialistes, mais c'est utile pour les campagnes électorales, parce que maintenant le suffrage va devenir universel, au moins pour les hommes, et ensuite pour les hommes et les femmes. Et donc, pour faire une campagne électorale, on a besoin d'un grand nombre de gens sur le terrain. La campagne électorale ne peut pas être faite comme elle était faite au début du XIXe siècle, par contact personnel entre le candidat à l'élection et les quelques dizaines ou quelques centaines d'électeurs importants qui existaient dans la circonscription, avec le système du suffrage censitaire. Au cours du XXe siècle, un certain nombre de pays vont mentionner les partis politiques et le rôle des partis politiques dans les constitutions. Pendant très longtemps, les constitutions ne parlent pas du tout des partis politiques, avec l'exception des États américains qui réglementent le fonctionnement interne des partis politiques, dont je vous parlais tout à l'heure. Pendant très longtemps, il n'y a pas de loi du tout qui concerne le fonctionnement des partis politiques. Ça va changer au cours du XXe siècle. En Allemagne, à partir de la révolution, de la Constitution de 1949, la Constitution de 1949 mentionne les partis politiques et que les partis politiques doivent respecter les principes de la démocratie libérale. Et il y a eu, dans les années 50, en Allemagne, des partis politiques qui ont été interdits par les tribunaux en application de cet article de la Constitution. En France, la Constitution de 1958 mentionne, elle aussi, le rôle des partis politiques dans l'expression du suffrage, de l'organisation des gens pour voter. Et dans les lois françaises, depuis avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des lois qui concernent l'interdiction d'organiser un parti politique sous la forme d'une milice. C'est l'époque où il y avait dans certains pays européens des partis politiques qui avaient des militants en uniforme qui les faisaient défiler au pas dans les rues des villes. Ça existait en Italie, en Allemagne. Il y avait des gens qui voulaient imiter ça en France. Il y a des lois pour interdire ce genre de choses. Il y a aussi une règle en France, je ne sais pas où a rendu son application, qui interdit à un parti politique de remettre en cause l'intégrité du territoire national. Quand a été fondé le Parti québécois au Québec, ou le Bloc québécois ensuite, il est probable qu'en France, des partis politiques ayant ce type de programme auraient été considérés comme illégaux, comme contraires à la Constitution. Enfin, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, y compris le nôtre au Canada, où le financement interne des partis politiques est réglementé par la loi. Ce qui, probablement, c'est des bonnes règles, j'ai l'occasion d'y revenir un tout petit peu, mais ça aurait étonné énormément les libéraux du 19e siècle, pas les gens pour qui un parti politique, ça doit être une organisation volontaire de gens qui s'organisent comme ils veulent pour mener leur action politique. Aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, les partis politiques ne sont plus complètement libres de s'organiser comme ils veulent. Et il y a des partis politiques reconnus qui ont le droit d'exister, qui ont le droit de se financer de la façon dont ils peuvent avoir des ressources financières. Ce développement, cette institutionnalisation croissante des partis politiques, donc d'une certaine façon, à partir du moment où il y a des votes, il y a des partis, au sens le plus vague de ce terme. Si les votes ont lieu à répétition, si on tient régulièrement des élections pour élire des assemblées qui siègent de façon continue,
ces partis politiques deviennent naturellement de plus en plus structurés. Ils ont besoin de plus en plus de savoir comment ils fonctionnent, qui sont leurs membres, qui sont leurs dirigeants, quelle sont la façon dont on les sélectionne, etc. Donc les partis politiques se structurent de plus en plus et au cours du XIXe siècle, on va raisonner de moins en moins de la même façon sur les élections. Au début du XIXe siècle, à plus forte raison au XVIIIe siècle en Angleterre, les élections sont conçues comme des relations entre des personnes. Il y a des électeurs et des élus. Et les élus doivent leur poste aux électeurs qui ont voté pour eux. Ces élus, ensuite, on sait bien qu'ils vont se regrouper entre eux et qu'il va y avoir des élus Whigs et des élus Tories. Mais au niveau du fonctionnement des élections, la loi n'a pas besoin de connaître cela. Et les élections sont structurées comme si c'était des individus qui élisent d'autres individus. À partir du moment où on se rend compte que les élus ils sont organisés en partis politiques, que les partis politiques ont une influence sur la façon dont votent les gens à la base, et que beaucoup de gens se mettent à voter non pas du tout parce qu'ils sont attachés à tel ou tel candidat personnel, ils ne savent pas qui c'est, mais ils sont attachés à un parti, à une étiquette de parti qui a une signification pour eux, que l'effet de la façon de voter sur les partis se met à avoir une grande importance. Et donc l'élection, ça cesse d'être vu seulement comme des relations entre des personnes, des électeurs et des élus, pour devenir des relations entre des assemblées dans lesquelles il y a des partis et des populations dans lesquelles il y a des partis aussi, au moins des gens qui sont partisans, qui sont favorables à tel ou tel parti. Et que les effets de l'élection là-dessus, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Et donc, c'est comme ça que se développe au cours du XIXe siècle une réflexion et que sont faits un certain nombre de réformes dans certains pays pour adopter des méthodes de calcul des résultats, c'est-à-dire de correspondance entre le nombre de votes et le nombre d'élus. C'est ça un mode de scrutin. Un mode de scrutin, c'est quelle méthode utilise-t-on pour, à partir d'un certain nombre de votes qui ont été donnés dans une population, transformer ça en un certain nombre d'élus dans une assemblée. Et il n'y a pas de façon spontanée de faire ça. Ça peut être fait de plusieurs façons différentes qui ont des conséquences politiques différentes. Alors, les modes de scrutin qui existent dans le monde d'aujourd'hui, qui vont exister à partir de la fin du 19e et le début du 20e siècle, c'est extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Il y a beaucoup de diversité. Je voudrais essayer, dans le reste de cette leçon, de vous donner les points de repère intellectuels dont on a besoin pour s'y retrouver. Les modes de scrutin qui existent dans le monde d'aujourd'hui et qui se développent à partir du 19e siècle se développent à partir de 3 idées principales. L'idée d'un vote majoritaire, d'un vote proportionnel ou d'un vote préférentiel. Ce sont les 3 notions de base qui peuvent servir à définir 3 modes de scrutin différents, mais en fait, il y a plusieurs formes de vote majoritaire, il y a beaucoup de formes différentes de vote proportionnel, il y a plusieurs formes différentes de vote préférentiel. Ensuite, on peut les mélanger entre eux, on peut faire des combinaisons de choses qui sont à la fois proportionnelles et majoritaires, proportionnelles et préférentielles, majoritaires et préférentielles, etc. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est quelles sont ces 3 notions de base. À partir de là, on va pouvoir comprendre peut-être comment éventuellement elles se combinent entre elles et comment elles ont des conséquences politiques. Bon, pour l'instant, je me contente de décrire ces 3 notions de base, les conséquences politiques, et tout ça, ça viendra dans des leçons ultérieures. Alors, les scrutins,
majoritaires sont les plus anciens parce qu'ils correspondent à des situations où les partis politiques peuvent exister déjà, mais où le vote est conçu comme une relation entre des personnes. Comme je le disais à l'instant, il y a des électeurs qui choisissent des élus parce que ce sont des gens qui leur conviennent d'une façon ou d'une autre. La variante la plus simple et la plus fréquente, et qui existe encore aujourd'hui, de ce mode de scrutin est celle-ci. On définit des circonscriptions, on divise le territoire du pays en un certain nombre de circonscriptions territoriales. On vote, on fait voter les gens dans ces circonscriptions, et dans ces circonscriptions sont élus, dans chaque circonscription, un seul député. On dit alors que la circonscription est uninominale. C'est le terme technique qu'on utilise dans la littérature spécialisée sur les modes de scrutin. Tant que le vote est censitaire, les électeurs sont peu nombreux, ils votent pour un candidat, le candidat qui obtient le plus de votes est élu. S'il y a deux candidats, l'un des deux obtient nécessairement plus de la moitié des suffrages, donc la majorité. Il n'obtient pas forcément la majorité des électeurs, parce qu'il y a des électeurs qui ne votent pas. Il n'obtient pas forcément la majorité des votes exprimés, parce qu'il peut y avoir des bulletins nuls ou des bulletins blancs, des gens qui s'abstiennent, qui vont voter mais disent je m'abstiens quand le vote était sans bulletin, était juste à main levée ou en déclarant comment on vote. Mais parmi ceux qui votent, il y en a nécessairement s'il n'y a que deux candidats, celui qui a le plus de votes a évidemment une majorité par rapport à l'autre. Je fais ici une remarque terminologique. On entend très souvent l'expression « la majorité c'est 50% plus 1 ». Cette définition de la majorité est inexacte une fois sur deux. Quand le total des gens qui votent est un nombre impair, la majorité, ça n'est pas 50% plus 1. Je prends un exemple. Si vous avez 107 personnes qui votent, 50% de 107, c'est 53,5. Et 53,5 plus 1, ça serait 54,5. Or, la majorité de 107 commence à 54. Et puis ensuite, 55, 56, encore, c'est la majorité. Mais disons, la majorité absolue, la plus faible possible de 107, c'est 54, qui n'est pas 50% plus 1, mais 50% plus 1,5. Et donc, la définition correcte de la majorité, c'est celle que j'ai déjà utilisée il y a une seconde, c'est plus de la moitié, qui est une expression. Alors, plus de 54, c'est plus de la moitié de 107. Et si le nombre était pair, effectivement, sur 108, pour avoir la majorité, il faut avoir 55, qui est plus de la moitié de 108. Vous comprenez ça? Quelquefois, on utilise des expressions inexactes parce qu'elles sont plus simples. Dans ce cas, 50% plus 1, c'est plus compliqué que plus de la moitié. Retenez ça. La définition correcte de la majorité, c'est plus de la moitié et non pas 50% plus 1. Il n'y a aucune excuse à utiliser une expression plus compliquée quand elle est moins exacte que la formulation la plus simple. Donc la majorité, c'est plus de la moitié. La majorité absolue. Mais on peut, s'il y a plus que... Je reviens à mon mode de scrutin dit majoritaire. S'il y a plus que deux candidats à l'élection, celui qui a le plus de votes peut très bien ne pas avoir la majorité. Il a seulement ce qu'on appelle parfois en français une majorité relative ou une pluralité. Donc en fait, pas le mode de scrutin que je suis en train de décrire maintenant, qui est celui qu'on utilise encore aujourd'hui pour les élections législatives au Canada et au Québec, qu'on utilise aux États-Unis pour les élections du Congrès, qu'on utilise en Grande-Bretagne pour les élections à la Chambre des communes. Ce n'est pas un scrutin majoritaire à proprement parler, c'est un scrutin pluralitaire, pas
dans lequel il suffit d'avoir une pluralité de votes pour être élu. Les scrutins anciens, la traditionnels, sont souvent plus compliqués. Il y a eu en Grande-Bretagne au XIXe siècle, jusqu'en 1884, des circonscriptions qui élisaient 2 députés. Alors c'était compliqué parce que les électeurs, les partis présentaient 2 candidats, évidemment, mais les électeurs avaient 2 votes, n'étaient pas obligés de voter pour les candidats du même parti. Ça donnait des résultats un petit peu déroutants. Le Japon, entre 1890, les premières élections législatives au Japon, au suffrage censitaire, ont lieu en 1890, et le Japon va fonctionner comme ça jusqu'en 1994. Même si, après la Deuxième Guerre mondiale, le mode de scrutin au Japon va devenir universel, y compris avec le vote avec le vote des femmes. Dans le système japonais, les circonscriptions qui étaient plurinominales, c'est-à-dire dans lesquelles on élisait plusieurs députés, ces circonscriptions, les électeurs avaient un vote et devaient voter pour une personne et non pas pour une liste ou pour un parti. Et ça donnait un système électoral extrêmement déroutant. Les partis politiques devaient calculer à l'avance combien de candidats il fallait qu'ils présentent dans telle circonscription selon le nombre de votes qu'ils pouvaient avoir, etc. C'était un système électoral que je déconseille très fortement, mais qui était une variante de cette idée traditionnelle que le vote n'est pas un vote pour des partis, c'est un vote de personnes pour des personnes. Mais évidemment, les partis jouaient quand même un rôle dans ce système électoral. Pour améliorer le système pluralitaire dans lequel un candidat peut être élu sans avoir la majorité dans une circonscription, ce qui arrive très souvent. Alors, ça donne, si on est dans une situation de bipartisme, comme aux États-Unis, pour les élections au Congrès, presque toujours, comme en Grande-Bretagne, pas dans toute l'histoire de la Grande-Bretagne, il y a une grande exception, n'est-ce pas, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 3 partis politiques, presque à égalité entre eux en Grande-Bretagne. Là, le système va fonctionner de façon assez désordonnée. S'il n'y a que 2 partis politiques, le système uninominal pluralitaire peut fonctionner assez raisonnablement, permettre aux électeurs de savoir comment voter et donner des résultats qui ne sont pas trop déroutants. S'il y a plus que 2 partis politiques, ça devient terriblement difficile. Et donc, la solution, c'est de faire un vote à 2 tours. C'est-à-dire, on fait voter les gens une première fois, et puis on fait un 2e tour. Bon, si quelqu'un a la majorité dès le premier tour, il est élu, c'est réglé. Dans les circonscriptions où personne n'a la majorité au premier tour, on fait un 2e tour pour essayer d'avoir une majorité. Souvent, au 2e tour, là, une pluralité suffit. Les électeurs, ce système, il a été utilisé en France en 1849. En 1849, il y a en France des élections législatives dans lesquelles le vote est un vote de liste. Il y a des candidats qui se présentent sur des listes. Les électeurs choisissent entre des listes et la liste qui arrive en tête passe en bloc. C'est un système électoral qui a été utilisé ailleurs, qui a de très très gros inconvénients, de petits avantages dans certaines situations politiques. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. En France, donc, il y a des élections par département, il y a des départements qui ont plus de députés que d'autres, donc il faut faire des listes de candidats et on vote un premier tour. Si aucune liste n'a la majorité au premier tour, on fait un vote à 2 tours. Et dans le cas du système de la Troisième République, à partir de 1875, de 1875 à 1940, les Français ont voté presque toujours avec un scrutin
uninominal à 2 tours, mais qui n'était pas vraiment majoritaire. Donc, si au premier tour, un candidat à la majorité, il est élu, dans toutes les autres circonscriptions, et c'était la majorité des circonscriptions, il faut faire un deuxième tour, parce qu'il y a en France beaucoup de partis politiques. L'idée de faire un scrutin uninominal à un tour, pluralitaire, et celui qui arrive en tête est élu, en France, ça aurait pu donner des parlements avec une majorité de députés qui ont été élus seulement par 20% des gens dans la population, choses comme ça. Ça aurait pu donner des résultats tout à fait aberrants. Si on veut faire un système uninominal en France, il faut le faire à 2 tours, ou il faut le faire autrement. J'en reparlerai plus tard. Le système à 2 tours de la France sous la Troisième République était quelque chose d'extrêmement déroutant, parce que au deuxième tour, tous les candidats du premier tour pouvaient se maintenir. Certains d'entre eux se retiraient, puis les partis politiques négociaient entre eux. Je retire mon candidat dans telle circonscription, si tu retires le tien dans une autre circonscription pour qu'on ait plus de chances face à un autre parti qu'on considère comme notre adversaire commun, etc. Donc ça clarifiait un peu la situation entre le premier et le deuxième tour, mais ça ne le clarifiait pas complètement, d'autant plus que pendant longtemps, il était même possible de présenter de nouveaux candidats entre les 2 tours. Possible d'être candidat au deuxième tour, même si on n'avait pas été candidat au premier. Donc ça donnait un système extrêmement déroutant pour les électeurs. Après 1958, la France va de nouveau utiliser un scrutin uninominal à 2 tours. Et cette fois, ça va être fait de façon plus raisonnable que sous la Troisième République, puisque aux élections législatives, on est élu au premier tour si on a la majorité. Il y a un deuxième tour si personne n'a eu la majorité au premier tour. Et au deuxième tour, pour pouvoir se présenter au deuxième tour, il faut avoir eu au moins 12,5% des électeurs inscrits qui ont voté pour soi au premier tour. Donc beaucoup plus que 12,5% des votes exprimés au premier tour. Ce qui fait qu'il y a rarement 3 candidats au deuxième tour. Ensuite, un candidat peut se retirer en sachant qu'il n'a aucune chance et pour favoriser l'élection de l'autre candidat qu'il déteste le moins. Donc les élections au deuxième tour opposent presque toujours seulement 2 candidats et donc l'un des 2 a la majorité. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Et pour les élections présidentielles, là la loi est beaucoup plus claire, pas depuis 1962. Les élections depuis une loi faite en 1962 et les premières élections présidentielles de cette façon ont été faites en 1965 en France, qui sont des élections au suffrage populaire universel par toute la population. Ça se fait à 2 tours. Il y a toujours 2 tours. Jamais aucun président n'a été élu au premier tour en France. Au deuxième tour, seuls peuvent se présenter les 2 candidats qui ont eu le plus de votes au premier tour. Ce qui est plus facile à comprendre que un système dans lequel on peut avoir plus que 2 candidats au deuxième tour. Donc là, on est sûr qu'on va avoir une majorité au deuxième tour. C'est cependant un système qui pose un certain nombre de problèmes sur lesquels j'aurai l'occasion de reparler. Donc retenez ça. Il y a le scrutin pluralitaire simple. Il vaut mieux l'appeler pluralitaire que majoritaire. Parce que s'il suffit d'avoir une majorité relative pour être élu, comme au Canada aujourd'hui, le scrutin n'est pas vraiment majoritaire. Et puis il y a le scrutin à 2 tours qui effectivement peut sans doute être appelé majoritaire à 2 tours, parce que presque toujours, ou toujours, au deuxième tour, pour être élu au premier tour, il faut une majorité, vraiment. Et pour être élu au deuxième tour, presque toujours, ou toujours, il faut aussi une majorité. Voilà, ce qu'il faut retenir donc sur ce mécanisme des votes majoritaires, qui peuvent être individuels ou de liste aussi. On peut voter majoritairement de liste. Il y a au moins un système électoral qui fonctionne comme ça, c'est l'élection du président des États-Unis.
l'élection des grands électeurs dans les États des États-Unis est dans 48 États sur 50, il y a 2 États qui font exception, mais dans 48 États, l'élection du président des États-Unis, l'élection des grands électeurs, se fait au scrutin pluralitaire de liste, c'est-à-dire que la liste qui arrive en tête dans un État obtient tous les sièges de grands électeurs de l'État, ce qui crée des distorsions terribles dans le cas de l'élection du président des États-Unis. Ça aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ensuite, il y a les scrutins proportionnels. Alors, les modes de scrutin majoritaires ou pluralitaires ont presque toujours pour effet d'augmenter le nombre d'élus des partis qui ont obtenu le plus de votes, de diminuer le nombre d'élus des partis qui arrivent ensuite et de rendre presque impossible l'élection de députés appartenant aux partis qui sont capables d'avoir seulement 10%, 15% ou même 20% des votes dans une population. Si c'est réparti également sur tout le territoire, ça ne permet pas d'avoir des élus. Et le scrutin majoritaire ou pluralitaire permet, dans certains cas, c'est arrivé plusieurs fois au Québec, c'est arrivé au Canada, c'est arrivé en Grande-Bretagne, ça permet à un parti d'avoir la majorité dans l'Assemblée alors qu'il a eu moins de votes dans la population que son adversaire principal, ce qui est vraiment quelque chose d'extrêmement choquant pour un mode de scrutin qu'énormément de gens appellent majoritaire. Là, ce n'est pas du tout ceux qui ont eu la majorité dans la population qui se retrouvent avec une majorité au Parlement. Alors, pour éviter ces effets que beaucoup de gens considèrent comme indésirables, je crois avec raison, on a voulu créer des modes de scrutin qui permettent d'avoir des assemblées qui représentent plus fidèlement la diversité des opinions qui existent dans la population. Et c'est pour ça qu'on a inventé les modes de scrutin proportionnels. Alors, les modes de scrutin proportionnels apparaissent au XIXe siècle dans les pays européens, les pays d'Europe continentale, notamment le Danemark et la Belgique. La Belgique va jouer un rôle très important dans la réflexion sur le fonctionnement des modes de scrutin proportionnels. Le but initial dans ces pays, notamment au Danemark, ça n'était pas de favoriser la représentation des élus des petits partis politiques. C'était de protéger les élites traditionnelles qui étaient favorisées par le scrutin, le suffrage censitaire, et qui se sentaient menacées par l'extension du droit de vote, ou à la limite par le suffrage universel masculin. Si on fait voter tout le monde, la minorité privilégiée que nous sommes, là, va-t-elle être noyée dans le résultat électoral? Et donc, ce n'était pas pour protéger les petits partis politiques qu'ont été créés les scrutins proportionnels, mais pour protéger les minorités favorisées socialement dans la société. Parce que c'était eux qui avaient le pouvoir dans les assemblées élues au suffrage censitaire, qui acceptaient l'extension du droit de vote et qui ont demandé en contrepartie la représentation proportionnelle pour avoir une sorte de protection pour eux-mêmes. En réalité, ça a plutôt protégé la représentation des minorités défavorisées dans la société que celle des minorités socialement puissantes. Les minorités socialement puissantes n'ont jamais de mal à se faire entendre politiquement. Mais intéressant de savoir que c'est l'origine des modes de scrutin proportionnels. Alors, comment ça marche? La façon la plus simple de le faire fonctionner, ça n'est pas la seule, c'est que dans une circonscription où il y a plusieurs députés à élire, un nombre donné de députés, les partis ou même des associations quelconques de citoyens, ce n'est pas obligatoire d'être un parti. En fait, ce sont les partis qui font cela, présentent des listes de candidats avec un nombre de candidats sur la liste égal au nombre de députés qui doivent être élus dans la circonscription en question. Les électeurs
vote en indiquant pour quelle liste il vote et on calcule le nombre de votes obtenus par chaque liste et on répartit les sièges de députés entre les listes de façon à peu près proportionnelle au nombre de votes. Par exemple, si dans une circonscription, il y a 10 députés à élire, et si une liste a obtenu environ 30% des votes, elle va avoir 3 députés. Une liste qui aurait 20% des votes aurait 2 députés. Alors ça pose un problème pour ceux qui ont 33%, 22%, etc. Je vais revenir là-dessus. Là-dessus plus tard. Presque toujours, les personnes qui sont élues, ce sont ceux qui sont en tête de liste. C'est-à-dire, on prend dans mon exemple de la liste qui a obtenu 3 élus, il y a une liste de 10 noms, on prend les 3 premiers sur la liste. Et les gens savent en votant que si quelqu'un est élu sur cette liste, ça sera un des premiers, le premier ou le deuxième ou le troisième, etc. On sait que le 10e sur la liste, aucune chance, à peu près aucune chance d'être élu. Il faudrait que sa liste obtienne tous les votes ou presque tous les votes dans la circonscription. Si l'attribution des sièges se fait dans l'ordre des candidats sur la liste, on parle de liste bloquée. Nous verrons à l'instant que ce n'est pas toujours le cas. Il y a 3 précisions que je veux apporter sur le mode de scrutin proportionnel. La première, c'est que ça n'est jamais exactement proportionnel. Combien de fois j'ai eu des étudiants dans mon bureau qui me disent un scrutin proportionnel, c'est un scrutin dans lequel on veut que la proportion des députés dans le Parlement soit exactement proportionnelle au nombre de votes obtenus par les partis dans la population. Ça n'est évidemment jamais exactement proportionnel, c'est plus ou moins proportionnel, c'est approximatif et c'est plus précisément proportionnel ou moins précisément proportionnel, moins exactement proportionnel, principalement selon le nombre de députés élus dans chaque circonscription, ce que les spécialistes appellent la magnitude des circonscriptions. La magnitude des circonscriptions, c'est pas leur surface, c'est pas leur nombre d'habitants, c'est le nombre de députés élus dans la circonscription. Alors, c'est très important de comprendre ça. Je l'explique à partir d'un exemple très simple. Imaginez une circonscription pour une élection à la proportionnelle où il y ait 3 sièges, 3 députés à élire. Pour qu'un parti politique ait une chance d'avoir un élu, il faut qu'il ait environ 25% des votes. S'il tombe très en dessous de ça, il n'a aucune chance d'avoir un élu. En France, entre 1945 et 1958, les élections se font à la représentation proportionnelle, où il y avait des départements où il y avait 2 députés à élire, ou 3 députés à élire, puis d'autres départements où il y en avait 25, 27. Il y avait des différences très très grandes de magnitude des circonscriptions. Je reprends mon exemple. Dans une circonscription où il y a 3 députés à élire, il faut à peu près 25% des votes pour avoir une chance d'être élu. Dans une circonscription où il y a 20 députés à élire, il suffit d'avoir 4 ou 5% des votes pour avoir la possibilité d'avoir un élu. Donc, évidemment, les chances des petits partis politiques dans un système proportionnel dépendent principalement de la magnitude des circonscriptions. Est-ce que ce sont des circonscriptions avec un très grand nombre de députés à élire ou des circonscriptions avec un petit nombre de députés à élire? Et ça fait une différence très très grande si dans le même pays on a des circonscriptions très très inégales à cet égard-là. J'aurai l'occasion d'y revenir, c'est un des problèmes importants que posent beaucoup de systèmes électoraux dans le monde d'aujourd'hui. Le cas limite, c'est de ne pas faire de circonscription du tout. C'est le cas dans un pays, Israël, où il n'y a pas de circonscription électorale. Le Parlement a 120 membres depuis la création de l'État.
ce Parlement est élu à la représentation proportionnelle. Les partis politiques présentent 120 noms de candidats sur une liste. Les électeurs choisissent une liste et ensuite on répartit les sièges entre les partis selon le nombre de votes, proportionnellement au nombre de votes qu'ils ont obtenus. Pendant longtemps, en Israël, un parti politique pouvait avoir un élu avec un peu moins de 1% des votes. Aujourd'hui, il y a eu une règle légale qui a été ajoutée, il faut avoir au moins 3,25% des votes. Donc avec 3,5% des votes en Israël, vous avez 4 députés. C'est difficile d'en avoir moins parce qu'il y a un minimum obligatoire dans la loi, mais c'est quelque chose qui n'est pas à l'origine. À l'origine, c'était facile d'avoir un seul élu pour un parti politique avec ce système électoral. Alors donc, la proportionnalité est meilleure si les circonscriptions ont un grand nombre de sièges. Ça ne veut pas dire que le système électoral est meilleur. J'y reviendrai dans une leçon ultérieure. Il y a des raisons politiques très, très importantes pour préférer une représentation proportionnelle modérée, c'est-à-dire appliquée dans des circonscriptions qui élisent un petit nombre de députés, de 3 à 5. Il ne faut pas faire 2, pour des raisons que j'expliquerai plus tard. 2 pour un système proportionnel, c'est mauvais. 3, ça peut être bien. Et ça limite la possibilité d'avoir un grand nombre de partis politiques qui siègent dans un parlement, parce qu'il y a l'objection qui est faite tout le temps dans les débats sur les réformes de mode de scrutin, les adversaires de la représentation proportionnelle qui disent la représentation proportionnelle c'est épouvantable parce que ça paralyse le Parlement, ça crée l'instabilité. Ça n'est vrai que si la représentation proportionnelle est appliquée dans des circonscriptions ayant une grande magnitude ou élisant un grand nombre de députés. Si on fait des élections à la proportionnelle dans des élections qui élisent 3 députés, les partis politiques qui ne peuvent pas avoir 25% des votes vont continuer à avoir beaucoup de mal à avoir des élus. Ils vont avoir des élus dans des circonscriptions bien particulières où ils arrivent à être concentrés, comme c'est le cas aujourd'hui avec le scrutin uninominal. La représentation proportionnelle modérée peut être bien préférable au système uninominal et bien préférable à un système très proportionnel. J'ai participé beaucoup à des débats depuis une vingtaine d'années, soit au niveau fédéral, soit au niveau provincial, sur les projets de réforme de ce mode de scrutin qui ont été faits aux 2 niveaux de gouvernement. Il y a eu des commissions parlementaires devant lesquelles j'ai comparu, etc. Et je me suis rendu compte que c'était très difficile d'expliquer ça, qu'un système proportionnel, c'est bon. Ça ne veut pas dire que plus c'est proportionnel, meilleur c'est. Un système proportionnel, c'est meilleur qu'un système uninominal, mais un système modérément proportionnel, c'est meilleur qu'un système très proportionnel. Il faut vraiment faire cette distinction dans les discussions sur les systèmes électoraux proportionnels. 2 autres choses dont je veux discuter à propos des modes de scrutin proportionnels, et justement à cause de mon expérience de participer à des débats sur ce sujet. Une des objections qu'on fait tout le temps au mode de scrutin proportionnel, qui est une objection complètement sans fondement, c'est l'objection que dans le système uninominal, les électeurs choisissent pas seulement un parti, ils choisissent aussi une personne, ils savent pour qui ils votent. Alors que dans un système proportionnel, c'est le parti qui décide de l'ordre des candidats sur les listes, et donc c'est le parti qui décide qui va être élu. Alors cette objection, elle est complètement sans fondement, parce que dans le système uninominal aussi, c'est le parti qui choisit le candidat qu'il présente. Et si vous voulez voter pour ce parti, vous êtes obligé de voter pour le candidat de ce parti. Vous n'avez pas un choix indépendant.
de la personne. Vous pouvez voter pour le parti parce que vous aimez la personne, ou vous pouvez voter pour la personne parce que vous aimez le parti, et même si vous pensez que le candidat de ce parti dans votre circonscription, c'est vraiment un crétin, ou quelqu'un que vous ignorez complètement, vous ne savez pas du tout qui c'est, vous votez pour un parti. Avec une représentation proportionnelle, c'est pareil. Et vous savez que si le parti obtient un siège, ça sera le premier sur la liste. Et que s'il obtient 2 sièges, ça sera le premier, le deuxième sur la liste. Et que exactement comme quand vous votez dans un scrutin uninominal, vous savez que si le parti pour lequel vous avez voté gagne dans la circonscription, l'élu, ça sera le type qui est le premier sur la liste de 1 pour lequel vous avez voté. Il n'y a aucune différence entre le scrutin uninominal et la représentation proportionnelle à cet égard-là. Mieux que ça, on n'est pas obligé de faire un scrutin proportionnel avec des listes bloquées. Il est tout à fait possible de demander aux électeurs de voter en choisissant le parti pour lequel ils votent et d'indiquer quel est le candidat sur la liste qui a leur préférence. Il faut faire attention quand on fait ça, parce que si on le fait, il faut que ce soit obligatoire. Si ça peut être fait par certains et pas par d'autres, ça donne des effets pervers tout à fait désastreux. Mais si tous les électeurs qui votent pour un parti doivent indiquer quel est le candidat qu'ils préfèrent dans ce parti, on peut ensuite attribuer les sièges gagnés par le parti aux candidats qui ont eu le plus de votes personnels. Et donc, contrairement à ce qu'affirment beaucoup des critiques du scrutin proportionnel, le scrutin proportionnel, ça prive les électeurs de la possibilité de choisir leurs députés. Au contraire, avec un scrutin proportionnel appliqué de cette façon, les électeurs ont la possibilité de choisir et le parti par lequel ils veulent être représentés et la personne parmi les candidats de ce parti. Donc il y a là une critique qui est faite perpétuellement à la représentation proportionnelle de dépersonnaliser le vote, d'empêcher les électeurs de savoir pour qui ils votent. Cette objection, elle est complètement sans fondement. Le dernier point que je veux traiter là-dessus, c'est la question de l'utilisation des restes. Ça a une place énorme dans la littérature spécialisée sur les modes de scrutin, et beaucoup de gens se perdent dans cette affaire et croient que c'est très important. J'ai souvent eu là aussi des étudiants qui ont regardé ça un petit peu et qui me disent il y a 2 méthodes pour répartir les restes, à la plus forte moyenne ou au plus fort reste. La méthode au plus fort reste, ça favorise les petits partis, donc c'est plus proportionnel. La méthode à la plus forte moyenne, ça favorise les grands partis, donc c'est moins bien. En fait, ça a très peu d'importance, et je vais quand même essayer de vous expliquer comment ça marche en terminant. Je prends un exemple numérique pour que vous compreniez de quoi il s'agit. On est dans une circonscription où il y a 10 000 électeurs et 3 députés à élire. Et il y a 4 partis politiques qui présentent des listes chacun de 3 candidats. Et le parti A obtient 3 800 votes, le parti B en obtient 2 900, le parti C en obtient 1 700 et le parti D en obtient 1 600. Vous avez ces chiffres sous les yeux. Comment on fait pour calculer à qui on va donner les trois élus en question? On calcule d'abord ce que les spécialistes appellent le quotient électoral. Le quotient électoral, c'est le nombre total de gens qui ont voté, donc ici 10 000, divisé par le nombre de sièges plus 1. Donc ici, comme il y a 3 sièges, ça va être divisé par 4. Ça va donner 2500.
il y a plusieurs façons différentes de calculer le quotient électoral. Ça ne fait pas de différence importante du point de vue du résultat, et cette façon de le calculer est, je crois, la plus logique pour la raison suivante. Si vous avez 3 candidats ou 3 partis qui ont obtenu chacun plus que 2500 votes, personne ne peut avoir plus de votes qu'eux, parce qu'il ne peut pas rester un 4e groupe de 2500 votes. Il faudrait que les 4 partis soient exactement à égalité. Donc, 2500 est le quotient électoral logique dans l'exemple numérique que nous avons ici. Donc, je reprends les chiffres, le nombre de votes obtenus par chacun des partis. Le parti A obtenu 3800 votes, c'est plus que 2500, donc il a le droit à un élu. Le parti B a obtenu 2900 votes, c'est plus que 2500, il a le droit à un élu. Les deux autres ont moins de 2500 votes. Mais il y a des restes, il y a des votes qui n'ont élu personne. Pour le parti A, il y a 1300 restes. La différence entre 2500 et 3800. Tout se passe comme si, je dirais, sur les 3800 votes de A, il y en a 2500 qui sont utilisés pour élire le premier élu de ce parti. Et puis il en reste 1300. Pour le parti B, il y a un reste de 400. Vous voyez bien pourquoi, 2900 moins 2500. Et pour le parti C et le parti D, tous leurs votes sont des restes, parce que pour l'instant, ils n'ont pas d'élu du tout. Si on applique la méthode des plus forts restes, quel est le plus fort reste? C'est 1700, le reste du parti C. Donc avec la méthode du plus fort reste, le 3e élu de la circonscription va revenir au parti C, qui a droit à un élu avec 1700 votes, alors que le parti A a eu un élu avec plus du double de votes, du nombre de votes de C. Vous remarquez ça? Pas 3800, c'est plus du double de 1700. Donc, on peut au contraire appliquer la méthode dite de la plus forte moyenne, des plus fortes moyennes. Et ça consiste à se demander, si on donne un élu supplémentaire à chacun des partis, ça va faire quelle moyenne de vote par élu? Alors, pour le parti A, si on lui donne un 2e élu, sa moyenne de vote par élu va être de 1900. 3800 divisé par 2, puisqu'il a maintenant 2 élus. On suppose qu'il a 2 élus. Le parti B, si on lui donne un 2e élu, sa moyenne va être 1450. C'est évidemment inférieur à 1900. Et le parti C et le parti D, si on leur donne un élu, le parti C aura un élu pour 1700 votes et le parti D un élu pour 1600. Donc, à la plus forte moyenne, le 3e élu va être donné au parti A, qui se retrouve avec 2 élus, le parti B un élu et les 2 autres, personne. C'est ça la différence entre les 2 méthodes de calcul. Vous faites une saisie d'écran, vous gardez ces chiffres, vous réfléchissez par vous-même, vous comprendrez que c'est très simple. Alors, vous voyez pourquoi la méthode des plus forts restes favorise un parti plus faible, le parti C, et que la méthode la plus forte moyenne favorise le parti A, qui est un parti plus fort. Mais je pense cependant que la méthode de la plus forte moyenne est préférable à la méthode des plus forts restes, parce que si on regarde le résultat final que ça donne dans l'Assemblée, une fois qu'on a élu une Assemblée en entier, et on regarde la proportion, le rapport numérique des députés des différents partis, et on regarde la proportion des votes dans l'ensemble de la population, et on se rendra compte que la proportionnalité est un peu meilleure si on applique la méthode de la plus forte moyenne que si on applique la méthode des plus forts restes. Donc je pense que si on veut avoir un système proportionnel, il vaut mieux appliquer la méthode de la plus forte moyenne.
quand on fait une loi électorale, il faut décider ce genre de choses. On ne peut pas faire une loi électorale, on va dire on va faire un scrutin proportionnel et ne pas dire dans la loi quelle est la méthode de calcul qui est utilisée. Donc c'est important de savoir comment ça marche et de le mettre dans la loi. Mais il ne faut pas croire que ça a des conséquences importantes, conséquences politiques importantes. Dans la discussion sur les modes de scrutin proportionnel, l'effet sur le résultat final est la taille, est influencé par la taille des circonscriptions. Est-ce qu'on fait des circonscriptions avec un grand nombre d'élus par circonscription ou avec un petit nombre d'élus par circonscription? C'est ça la question politique fondamentale. Est-ce qu'on veut des listes bloquées ou des listes dans lesquelles les gens peuvent aussi donner leur avis sur les différents candidats? Si on fait ça, il faut le faire avec précaution. Ça a des avantages et des inconvénients, ça se discute. C'est pas non plus une question essentielle. Les avantages de la représentation proportionnelle peuvent être, nous le verrons plus tard dans une autre leçon, peuvent être très importants par rapport au scrutin uninominal. Et ces avantages, on les obtient même avec une représentation proportionnelle modérée dans des circonscriptions qui élisent des petits nombres de députés et sans les risques d'instabilité ou de paralysie du système de décision qui peuvent résulter d'un système proportionnel appliqué dans des grandes circonscriptions qui élisent un grand nombre de députés. La troisième modalité des modes de scrutin qui peut être utilisé, c'est ce que l'on appelle le vote préférentiel. Alors, je vous mets en garde sur l'ambiguïté du terme. Si vous regardez un dictionnaire français, préférentiel ne veut pas dire n'a pas le sens que j'utilise maintenant. Le mot préférentiel a été utilisé par le Premier ministre du Canada en 2017 quand il a annoncé qu'il voulait faire une réforme du mode de scrutin et il a employé préférentiel en français et ranked ballot en anglais. Ranked ballot, ça veut dire bulletin de vote ordonné. Et le vote préférentiel, peut-être qu'il vaut mieux l'appeler vote à préférence ordonnée. Ça consiste à demander aux électeurs non pas de dire quel est leur choix, mais quel est leur ordre de préférence entre les candidats qui leur sont proposés. Alors, ça a été fait pour la première fois au Danemark au milieu du XIXe siècle et s'est appliqué en Irlande depuis 1921, en Irlande du Sud, dans ce qui a d'abord été l'État libre d'Irlande, qui est la République d'Irlande aujourd'hui. En Irlande, c'est un système de ranked ballot ou de vote à préférence ordonnée un peu complexe qui est en même temps proportionnel que à préférence ordonnée, que les Irlandais appellent, traduit en français, le vote unique transférable. Mais le vote à préférence ordonnée peut être appliqué dans des circonscriptions uninominales. C'est très facile d'imaginer, dans le cas des élections que nous tenons chez nous, qu'au lieu d'indiquer une marque en face du candidat que nous préférons, on indique un ordre de préférence entre quel est celui qu'on préfère, puis notre deuxième choix, troisième choix, quatrième choix, etc. C'est extrêmement simple à faire. On dépouille le résultat, on compte les nombres de premières préférences obtenues par tout le monde, on élimine le candidat qui en a le moins, on transfère ses votes en fonction des deuxièmes préférences indiquées par les électeurs, on transfère les bulletins, jusqu'à ce que quelqu'un va finir par avoir la majorité. En transférant les votes de cette façon, il vient un moment où il n'y en a plus que deux. Et l'un des deux a obligatoirement la majorité. Et cette majorité, elle n'est pas seulement la majorité des gens qui le préfèrent, mais la majorité de tous les autres qui le préfèrent à son adversaire principal. C'est extrêmement logique de voter comme ça.
certains partis politiques se sont mis à utiliser cette méthode pour élire leur chef de parti. Et c'est une très bonne idée. Ça pourrait être fait très simplement pour élire les députés dans des circonscriptions uninominales. C'est un certain nombre d'avantages politiques évidents, comme par exemple de dispenser les électeurs de faire des calculs stratégiques. Dans nos élections, les électeurs sont toujours amenés à se dire je veux voter pour tel parti, c'est mon préféré, mais il a peu de chance dans la circonscription. Ce que je veux, c'est battre l'adversaire principal, celui que je déteste le plus. Peut-être qu'il ne faut pas voter pour mon préféré, mais pour mon deuxième choix, etc. Si vous avez un bulletin de vote sur lequel vous pouvez indiquer un ordre de préférence, vous n'avez plus besoin de faire ce genre de calcul avant l'élection. Et c'est très important parce qu'il est possible d'influencer ce calcul chez les gens par les sondages d'opinion qui servent à ça et par les rumeurs qui peuvent servir à ça, pour que les électeurs votent sincèrement et avec une tranquillité d'esprit. Le vote à préférence ordonnée est une excellente façon de voter. C'est un peu plus long de calculer les résultats. C'est pas bien grave. Non. Et c'est bien mieux que le vote à 2 tours. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que dans notre système électoral, on a des députés qui sont élus avec moins de 40% des votes dans leur circonscription et qui voudraient qu'on fasse un deuxième tour. Dans ces cas-là, plutôt que de faire un vote à 2 tours, il suffit de faire un vote à préférence ordonnée, de demander aux électeurs d'indiquer dès le début leur ordre de préférence. Et cette recommandation, elle pourrait être faite aux Français encore plus. Les Français ont aujourd'hui une multiplication d'élections qui sont des élections à 2 tours. Vous avez peut-être vu qu'au mois de juin 2021, il y a eu des élections à la fois régionales et départementales. Il y avait 2 élections en même temps, où il y a eu une abstention électorale absolument énorme de 65%, avec tout le monde qui se lamente sur qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir moins d'abstention électorale. Alors moi, j'aurais un conseil à donner aux Français: votez moins souvent. Comparons la fréquence des élections au Canada et en France. Nous avons fondamentalement 3 élections politiques dans une période de 4 ou 5 ans, une élection fédérale, une élection provinciale et une élection municipale. Et nous votons une fois à chaque fois. Les Français, ils ont une élection présidentielle à 2 tours, une élection législative à 2 tours, une élection européenne à 2 tours, des élections municipales qui sont souvent à 2 tours, ça dépend des villes et de la taille des villes, et ils ont eu récemment l'élection régionale et départementale, où il y a 2 élections en même temps, qui sont à 2 tours, toutes les 2, on est rendu à 10. Alors, en faisant des élections à un seul tour, déjà ils diviseraient ce chiffre par 2. Ça continuerait à leur faire un peu trop d'élections, à cause des élections européennes, des élections départementales et des élections régionales qui font vraiment double emploi, mais ça diviserait par 2 le nombre de fois où les gens doivent se déranger pour aller voter dans une période de 4 ou 5 ans. Alors, ça aurait d'autres avantages. Si au lieu de voter à 2 tours, ils faisaient voter les gens une seule fois en indiquant leur ordre de préférence entre les différents candidats. Alors, je fais une conclusion provisoire sur les modes de scrutin. Il y a 3 mécanismes de base qu'il faut connaître. Le vote pluralitaire uninominal, il y a qui peut devenir un scrutin à 2 tours. Je vous ai expliqué pourquoi c'est pas vraiment utile. Ça peut être fait mieux en utilisant le vote préférentiel. Il y a le vote proportionnel en choisissant entre des listes qui peuvent être bloquées ou non. Et il y a le vote préférentiel qui peut être uninominal ou proportionnel. Parce que si on fait une élection proportionnelle, on peut aussi demander aux électeurs leur
ordre de préférence entre les listes. Et si on a une proportionnelle modérée dans des circonscriptions où il y a peu de sièges à pourvoir, une circonscription où il faut avoir 25% des votes pour avoir une chance d'avoir un élu, il y aura évidemment des petits partis politiques qui ne pourront pas avoir d'élus. Donc c'est bien pour les électeurs de ces petits partis politiques de leur dire, vous indiquez une deuxième préférence, une troisième préférence. Et si votre parti préféré n'a pas d'élu du tout, votre bulletin va être transféré aux autres en fonction des préférences que vous avez indiquées. Et votre vote va finir par compter. Les votes comptent beaucoup mieux si on utilise le vote préférentiel. Donc, il y a beaucoup de mélanges possibles entre ces différents modes de scrutin. Certains des mélanges qui sont faits dans le monde d'aujourd'hui sont inutilement complexes, sont faits pour avantager tel ou tel parti politique. C'est le problème des réformes de mode de scrutin. Les partis en place se demandent toujours quelles conséquences ça va avoir pour nous, comment on peut faire une réforme qui nous avantage ou qui ne nous désavantage pas. Et donc certains systèmes électoraux d'aujourd'hui sont épouvantablement complexes. Pour porter un jugement sur eux et sur leurs conséquences politiques, il faut être capable de les analyser, de voir quelles sont leurs composantes de base, soit pluralitaires, soit uninominales, pluralitaires ou majoritaires, soit proportionnelles, et proportionnelles comment, jusqu'à quel point, soit préférentielles, et préférentielles combinées à un système uninominal ou combinées à un système proportionnel. Il y a aussi des modes de scrutin, j'en reparlerai, qui combinent l'uninominal et le proportionnel. Énormément de mélanges qui sont possibles. Mélanges, certains sont utiles, certains sont de bonnes idées, d'autres sont inutiles, certains sont nuisibles. J'aurai l'occasion d'y faire allusion très souvent dans la suite, ou assez souvent dans la suite de ce cours. Retenez les trois composantes de base des modes de scrutin. Le mode de scrutin uninominal, pluralitaire ou majoritaire, le mode de scrutin proportionnel, dans des grandes circonscriptions ou dans des petites, dans des circonscriptions qui élisent un grand nombre de députés ou dans des circonscriptions qui élisent un petit nombre de députés, et le vote préférentiel ou le vote à préférence ordonnée qui peut être soit uninominal, soit proportionnel. C'est vraiment les catégories mentales qu'il faut connaître, qu'il faut appliquer pour analyser les modes de scrutin et porter un jugement sur eux et porter ensuite un jugement sur leurs conséquences politiques, ce dont je parlerai plus tard. Je vous remercie de votre attention.